L'épisode 2 de la saison 3 de Silo ralentit juste assez le rythme pour approfondir son mystère central, tout en livrant certaines des révélations les plus marquantes à ce jour. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le premier épisode de la 3e saison a clairement établi que la mémoire et la maîtrise de celle-ci allaient jouer un rôle majeur dans le récit, tant dans le passé que dans le présent. Il s'avère que, tandis que Juliette tente de comprendre ce qui lui a été fait depuis son retour, les flashbacks nous permettent d'en apprendre davantage sur ce processus et expliquent que les dirigeants du silo ont menti dans la saison 1, et je l'aborde plus tard. L'une des plus grandes réussites de cet épisode est de permettre à Juliette de retrouver peu à peu les instincts qui faisaient d'elle une protagoniste aussi captivante. La conversation avec Walker établit que c'est le moment pour Juliette de faire ce qu'elle sait faire de mieux, prendre un chemin à contresens des autres et avoir raison. Dans ce but, elle rencontre la bande de Patrick Kennedy qui tente aussi d'aider Juliette à comprendre que ses souvenirs sont faux. Une grande partie de ce dont elle se souvient concernant sa sortie à l'extérieur et ce qui a suivi lui a été inculqué de toutes pièces et les preuves de cette manipulation sont partout. Camille est manifestement au cœur de l'affaire sous l'influence de ses contacts avec l'algorithme. La situation commence à s'éclaircir en regroupant les éléments concernant l'extérieur et le passé. Patrick Kennedy et les autres réalisent que le récit de ce que Juliette a soi-disant vécu ne tient pas debout. Juliette, elle aussi, commence à s'en rendre compte. Rebecca Ferguson incarne à la perfection la frustration croissante de Juliette. Même privée de ses souvenirs, la détermination et la curiosité qui définissent le personnage continuent de transparaître. À propos de la bande à Patrick, je pensais que l'une des admiratrices de Juliette présentes dans le premier épisode s'avérerait être la personne blessée au bras. Il s'agit en réalité de Kathleen, l'épouse du shérif. Cela ajoute une tension supplémentaire à la situation déjà très complexe du shérif Billings. On a le sentiment qu'il est, une fois de plus, pris en étau entre les différents événements qui secouent le silo 18. Heureusement, Billings joue un rôle bien plus actif dans cet épisode, après une entrée en matière quelque peu décevante lors du premier épisode. Il semble que ce qui se passe avec Billings se conclura par un choix. Celui de son camp. Jusqu'à présent, la stratégie de Camille a semblé consister à tenir à l'écart de Juliette, quiconque risquerait de semer le doute sur ses souvenirs. Mais cette stratégie s'effondre rapidement. Les raisons pour lesquelles il a fallu 3 mois pour en arriver là ne sont pas tout à fait claires, si ce n'est peut-être en raison de la prudence dont ont fait preuve la bande de Patrick Kennedy et les anciens amis de Juliette. Il sera toutefois intéressant de découvrir où Lucas a passé tout ce temps. Ils doivent agir vite, car le plan actuel de l'algorithme consiste à introduire dans le réseau de distribution d'eau les substances provoquant l'effacement de la mémoire. Quelqu'un finira bien par se rendre compte de la situation avant que ce plan ne soit mis à exécution. S'agira-t-il de Patrick Kennedy, de Lucas, et même si le produit se propage rapidement dans le silo via l'eau, et donc dans la nourriture, sa répartition ne sera-t-elle pas inégale? Certaines personnes seraient touchées avant d'autres. Comment Camille compte-t-elle gérer cela? Ailleurs, Orla Kent, l'ombre du responsable des fournitures, a disparu. Son implication auprès du conseil lors du premier épisode ayant été largement mise en avant, il est quelque peu surprenant qu'elle disparaisse aussi vite. Les scénaristes cherchent manifestement à nous faire soupçonner le gars des mines qui s'est opposé à elle durant la réunion du conseil. Et par la suite, mais il s'agit là d'une fausse piste bien trop évidente. Dans le passé, la dynamique entre les personnages continue d'être explorée et mise en place. Daniel entretient de bons rapports avec Anna, l'assistante de Thurman. Il aimerait nouer une relation plus étroite avec Hélène, la journaliste, mais celle-ci s'intéresse pour l'instant bien davantage aux informations que Daniel et Charlotte pourraient lui livrer sur la réalité du conflit avec l'Iran. Hélène fait preuve d'une grande détermination dans sa quête d'informations, explorant toutes les pistes possibles, à l'exception de céder aux avances romantiques de Daniel. Jessica Henwick continue d'impressionner dans son rôle. Elle s'est déjà fait connaître par son talent d'actrice et par cette faculté à faire monter le niveau d'acting de ses collègues. Nous ne l'avons pas vu beaucoup en tout, mais à chaque fois elle apporte quelque chose de plus aux scènes. Une grande partie des séquences se déroulant dans le passé a toutefois été consacrée à explorer la nature de la perte de mémoire provoquée. Les travaux de Victor visent clairement à nous éclairer sur le fonctionnement supposé des médicaments administrés à Juliette. C'est une manière intéressante d'approfondir cet aspect de l'univers, l'effacement de la mémoire étant indissociable de la situation globale. L'intégration de cet élément au flashback est plutôt réussie. On comprend désormais parfaitement la raison de cette parenthèse impliquant Charlotte, qui ne figurait pas dans l'œuvre originale.
Une chose est claire, dans cette saison 3, le rythme de la série sera différent des 2 premières saisons. La série ne prend plus son temps, elle a décidé d'ouvrir les vannes des révélations et c'est tant mieux. J'ai une petite idée de la façon dont la saison va se dérouler. Cela dit, j'ai déjà eu droit à quelques bonnes surprises, je reste donc ouvert aux rebondissements qui ne manqueront pas de survenir. Dans cet épisode, Juliette rencontre une jeune fille qui se fait appeler Juliette, de son vrai nom Evelyne, et remarque qu'elle porte le même tatouage. Comme elle n'a aucun souvenir de sa vie passée, elle demande à la jeune fille ce qu'il signifie, espérant ainsi comprendre la signification de son propre tatouage. Malheureusement, la jeune fille l'ignore, elle ne s'est pas fait tatouer parce qu'elle en connaissait la signification, mais simplement parce que Juliette le portait. Triste de ne plus se souvenir de la signification de son tatouage, Juliette reproche à la jeune fille d'avoir fait quelque chose d'insensé, ce qui la laisse dévastée. Une preuve qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Heureusement pour nous, Apple TV a publié une vidéo des coulisses après la diffusion de la première saison, dévoilant l'origine du tatouage de Juliette. Dans cette séquence, Rebecca Ferguson explique avoir voulu donner à Juliette une apparence particulière, tout en cherchant quelque chose qui ne soit ni tribal ni du déjà-vu. L'idée était de souligner que seuls les habitants des machines, situés dans les profondeurs du silo, se font tatouer et jouissent d'une plus grande liberté d'expression artistique. Son tatouage symbolise ses amitiés et son foyer. Ce choix relève en partie de la rébellion et en partie du fait que les habitants des niveaux supérieurs s'y désintéressent totalement. Le motif final a été inspiré par un dessin de corde que Ferguson a découvert. Celui-ci évoquait de la laine effilochée. Or, laine, en anglais, se dit Wool, qui est le titre du premier roman de la saga Silo. Son tatouage est clairement une pièce maîtresse pour sa mémoire, sur son temps passé aux machines et surtout sur ses amis, ce qui pourrait changer la donne pour la suite de la série. Dans cet épisode, la série se concentre largement sur les médicaments de l'oubli, administrés à Juliette. On apprend que ce traitement efface le passé, mais que ses effets peuvent être contrés si Juliette refuse d'adhérer au nouveau récit qu'on tente de lui inculquer. La scène bascule ensuite vers un flashback, où Victor explique à Daniel que Charlotte ne se souvient pas de lui à cause du médicament qu'il lui administre. D'après ce que Victor révèle à Daniel, il est en mesure de contrôler quels souvenirs il restitue à Charlotte et quels éléments elle continue d'oublier. Il précise même qu'il est possible d'implanter un mensonge, ce qui fait référence à Juliette, soumise au même produit que Charlotte. Fait plus intéressant encore, Victor explique que les souvenirs authentiques s'ancrent plus rapidement. Ainsi, si Daniel évoquait leur enfance avec Charlotte, celle-ci pourrait peu à peu se remémorer ces détails tout en oubliant la mission ratée à laquelle elle a pris part. Il altère l'essence même de l'identité des individus. Il est facile de comprendre à quel point cela pourrait s'avérer dangereux, malgré les avantages potentiels. Patrick Kennedy se souvient du moment où Robert Sims lui a proposé des médicaments capables d'effacer l'immense chagrin qu'il éprouvait après la mort de sa femme. Aujourd'hui, Patrick réalise que Sims ne le menait peut-être pas en bateau, et qu'il était réellement en mesure de le faire. La révélation la plus effrayante concernant ces drogues, au-delà de leur effet sur Juliette, réside dans le plan d'envergure qui les sous-tend. Plus redoutable encore, semble-t-il que l'extermination de la population via la procédure du dernier recours. Le projet de Camille consiste à introduire ce composé aux allures de vitamines dans le réseau de distribution d'eau, provoquant ainsi une perte de mémoire progressive chez tous les habitants. Il est fort probable que ce processus soit déjà à l'œuvre, à faible dose. Un tel plan transformerait le silo en un lieu peuplé d'amnésiques où chacun oublierait les fautes d'autrui. Toutefois, cela pourrait tout aussi bien déboucher sur une réinitialisation du système ou sur une révolte massive, ces dernières hypothèses apparaissant comme la plus vraisemblable. Mais surtout, ces drogues nous révèlent quelque chose sur la toute première saison de Silo. Depuis le début de cette série à grand succès, nous savons que les reliques, des objets issus du monde d'avant, sont strictement interdits dans le silo. C'est la raison pour laquelle le distributeur de bonbons en forme de canard, offert à Jules par Georges, a déclenché une traque massive. On a fait croire à la population que ces reliques rappelaient la Grande Apocalypse, cet événement terrible ayant provoqué la fin du monde. Toutefois, en réalité, leur interdiction visait à maintenir le contrôle et à empêcher les habitants de poser des questions. Il s'agit d'une forme de contrôle social, mais l'enjeu va manifestement bien au-delà. Dans les flashbacks, lors d'une conversation avec Daniel, Victor révèle également que les artefacts, qui sont par essence des reliques, peuvent aider à raviver des souvenirs. Si Daniel disposait d'un jouet d'enfance, d'une photo ou de tout autre objet lié à l'enfance de Charlotte, le cerveau de cette dernière pourrait traiter ces éléments tangibles, favorisant ainsi un retour plus rapide à la mémoire. C'est tout naturellement pour cette raison que des objets apparemment anodins, comme un distributeur de bonbons en forme de canard, possèdent un pouvoir suffisant pour déclencher des guerres. Les reliques ne sont pas de simples vestiges du monde d'avant. Elles peuvent aider les personnes ayant reçu cette drogue à se remémorer des choses que les autorités souhaitent voir oubliées. Certes, aucun témoin de la création des silos n'est encore en vie,
plus de 3 siècles s'étant écoulés depuis ce moment. Toutefois, des récits se sont transmis de génération en génération, et des groupes tels que les Gardiens de la Flamme ont utilisé ces reliques pour perpétuer cette mémoire. En somme, ces souvenirs, ou plutôt ces souvenirs de souvenirs, risquent d'être effacés par la drogue, alors que l'exposition aux bonnes reliques pourrait les faire ressurgir. Nous savons que ces drogues ont déjà été administrées à certains prisonniers. Dans la première saison, Gloria affirmait ouvertement que les autorités introduisaient des substances dans l'eau pour provoquer l'oubli chez les habitants. On a balayé ses propos en évoquant son déclin mental, mais nous savons désormais qu'elle disait vrai. Ainsi, la combinaison de ces drogues de l'oubli et de l'interdiction des reliques permet d'étouffer toute velléité de rébellion. Le projet d'en saturer le réseau de distribution d'eau pourrait certes sauver des vies en évitant le déclenchement de la procédure du dernier recours. Toutefois, les conséquences d'une telle confusion généralisée et d'une perte de repères ne semblent guère plus enviables. Le seul espoir réside peut-être dans la capacité de Juliette à trouver des reliques susceptibles de réactiver ses souvenirs avant qu'il ne soit trop tard. Qu'en est-il de l'algorithme qui semble tirer toutes les ficelles? Tout comme pour d'autres écarts par rapport au livre dans la saison 3, il s'agit d'une invention propre à la série qui nous laisse dans l'incertitude. Nous obtenons toutefois quelques éclaircissements grâce aux conversations de l'algorithme avec Camille. Bien que les habitants du silo la croient aux commandes, nous apprenons dès le premier épisode que les troubles de la mémoire de Juliette, causés par des médicaments, faisaient partie d'un plan ordonné par l'algorithme. À l'insu de tous, le silo est au bord du basculement. L'épisode 2 confirme que si Juliette révélait ce qu'elle a découvert sur le dernier recours lors de son incursion dans le silo 17 avec Jimmy, elle ne serait plus d'aucune utilité. On peut donc en déduire que l'algorithme a été laissé sur place par les fondateurs. C'est une force d'une malveillance impitoyable qu'il faudra tôt ou tard affronter. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on ne nous a encore rien dit explicitement sur l'algorithme que nous ne savons rien. Silo a toujours su récompenser les spectateurs qui posaient leur téléphone et prêtaient attention aux détails au fur et à mesure qu'ils se présentaient. Sérieusement, revoyez les 10 premières minutes du premier épisode de la saison 1. Avec le recul, vous serez peut-être surpris de voir combien d'indices importants étaient disséminés si tôt. Et ceux qui suivent attentivement la série font sans doute le lien entre l'histoire actuelle qui se déroule à l'intérieur du silo et l'intrigue précédente explorant ses origines. Peut-être trouverons-nous nos réponses grâce aux deux nouveaux personnages, le député Dan Elkin et la journaliste Ellen Drew. Leur intrigue secondaire, se déroulant dans un passé lointain, a déjà suggéré des liens avec le reste de la série, notamment avec ce distributeur de bonbons Pez que Daniel offre à Hélène dans le final de la saison 2 et qui deviendra une relique en possession de Juliette des centaines d'années plus tard. Mais les spectateurs n'ont certainement pas manqué les références explicites à une forme d'intelligence artificielle et de nanotechnologie responsable de la destruction de l'escadron de chasseurs chargés d'attaquer l'Iran, la même mission à laquelle participe Charlotte, la sœur de Daniel. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour supposer qu'il pourrait s'agir d'un prototype ou d'un précurseur de l'algorithme, en supposant qu'il s'agisse bien de ce qui semble être. Encore un très bon épisode, et surtout les révélations recontextualisent tout ce qu'on savait depuis la saison 1. Et franchement, ça fait plaisir, ils ont fait du très bon boulot. Toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Daï, daï, daï.